programme vous a été offert par Illico Cash. Dialogue politique, Félix Tshisekedi a recadré Martin Fayulu. Il ne s'agit pas d'une idée du pouvoir car le pays n'est pas en crise. Je reste ouvert, a renchéri le chef de l'État. L'Iran a tiré hier environ 200 missiles balistiques sur Israël pour venger la mort du chef du Hezbollah. La plupart a été interceptée par le système de défense israélienne et l'attaque a provoqué des tensions dans cette région. C'est l'heure du journal. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrons cette édition en Hongrie où le président de la République, Félix Tshisekedi, a clarifié sa position concernant l'initiative d'un dialogue national proposé par le président national de la plateforme de l'opposition Lamuka. Devant la diaspora congolaise à Budapest, il a affirmé ne pas être à l'origine d'une telle démarche, soulignant que le pays ne traverse pas une crise politique nécessitant des pourparlers pour des arrangements. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a interpellé la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a dans son allocution devant les députés et sénateurs et plusieurs invités salué de prime abord le progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, modèle à copier pour la paix et le développement. Il a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et le même défi. Il y a encore 10 ans, l'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, les bombardements des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Par ailleurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC suite à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide
de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a en outre appelé les pays africains à œuvrer pour l'unité et la solidarité, gage du développement du continent. Notez que, dans son discours chaleureusement applaudi par les députés ivoiriens, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a lancé solennellement au peuple ivoirien et à tous les pays africains et ceux de la francophonie un appel à la solidarité avec la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa pour parler de la démarcation des frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Les deux pays se sont convenus de poursuivre ces travaux dans son tronçon compris entre la borne Ndandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimalemba et Bondo. C'était à l'issue des travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux nations représentés par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et son homologue brazzavillois à Zéphirin Boulou. À l'issue de ces travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts des deux pays tenue à Kinshasa ce 1er octobre, il est convenu que sur un total des 350 km des frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Voilà ce qui contraint les deux pays à l'inscription d'une ligne budgétaire conséquente pour la mise en œuvre du programme d'activité d'ici 2025, conjointement adopté. Autre recommandation issue de ces travaux de la commission des experts de ces deux pays en matière des frontières, la nécessité pour les deux États de mobiliser des ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre prochain, bien avant la transmission par les voies diplomatiques du projet d'accord cadre des coopérations transfrontalières par la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au gouvernement de la République du Congo, qui a répondu favorablement à l'invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la réussite des présentes assises. Je voudrais également profiter de l'opportunité que m'offre la fin de ces assises pour préciser à sa juste valeur les efforts considérables consentis par les équipes respectives de nos experts qui, dans un temps record, ont abattu un travail de qualité. En présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local, brazzavillois, à la tête d'une forte délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, qui a clôturé ses travaux et apprécié sa qualité à sa juste valeur, a par cette occasion réitéré la volonté de ces deux chefs d'État pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale, gage de la sécurité et la paix de ces deux pays. La Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est a examiné la requête introduite par la RDC contre le Rwanda sur les exactions commises dans sa partie orientale, notamment à travers la rébellion du M23 soutenue par le régime de Kigali. L'audience a été marquée par un dilatoire de la partie congolaise qui a exigé que la requête congolaise rédigée soit en anglais, ce qui a été fait. La première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'EAC. Ce procès fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi contre la milice de Kagame, le Rwanda et leurs complices. Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Que retenir de cette première audience qui a eu lieu à Arusha? Le vice-ministre de la Justice et contentieux international explique. La Cour a demandé à toutes les deux parties, donc aux avocats, de plaider. À charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures
la procuration des avocats établis en anglais. Devoir que nous avons déjà rempli. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente au motif principal que les faits dénoncés par la RDC sont antérieurs à son adhésion à l'EAC. Les avocats du Rwanda se sont déclarés incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda dirige la francophonie, clame Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice. En sécurité, le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo séjourne à Bunia dans la province d'Ituri. Objectif, résoudre les conflits qui se vissent dans les zones touchées par des troubles occasionnés par la milice Codeco. Le patron de la Défense nationale prévoit une réussite du Conseil de sécurité en vue de tabler sur la situation sécuritaire dans cette province. Cette première visite dans la partie est de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre de son programme des tournées des provinces. Une visite tant entendue en Ituri, une province placée sous un état de siège depuis 2021. Tous vêtus en blanc pour symboliser les retours de la paix et la sérénité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli chaleureusement par la population. Tel un signe de renouveau reflétant l'espoir d'un nouveau départ. Cette visite de travail vise à rechercher des solutions aux conflits et restaurer la paix dans les zones touchées par des troubles. Les programmes du patron de la Défense nationale prévoient la tenue d'un conseil provincial de sécurité mixte, la visite de quelques bases militaires et des séances de travail avec les différentes unités de la 32e région militaire des garnisons Boumi. Le sujet de la révision de certaines dispositions de la Constitution a refait surface après le discours qu'a tenu Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La question continue de diviser la classe politique. Pour la majorité, cette modification est importante. Par contre, l'opposition estime qu'elle est inopportune. Détail dans ce dossier de la rédaction. Nous l'avons, c'est lui, dans ma main. La Constitution de la République depuis son accession, le texte que je tiens. Aucune loi n'est immuable si la société qu'elle régit ne l'est pas. La loi fondamentale n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi chaque constitution prévoit des normes sur la procédure de sa révision, lesquelles doivent être respectées lorsque l'on doit procéder à une révision constitutionnelle dans un état de droit. Cette autonomie régulatrice de la Constitution est l'expression de sa suprématie sur toutes les normes existantes dans un ordre juridique donné. On comprend dès lors que lorsque la procédure des révisions d'une Constitution doivent revêtir une certaine rigidité contrairement à celle d'une simple loi, la Constitution congolaise a des règles sur la révision constitutionnelle. Mais quelle pourrait être la procédure à suivre pour faire invalider une révision constitutionnelle violant la Constitution? Pour rappel, la Constitution de la République démocratique du Congo a été conçue en fonction des spécificités congolaises et doit être lue à la lumière de ces réalités. Elle garantit la stabilité des institutions démocratiques en l'affectant d'une assez grande rigidité. Ces principes expliquent les choix fondamentaux qui ont été opérés quant à l'initiative, la période propice et l'objet de la révision ainsi que les rôles du législateur et du peuple congolais dans la procédure des révisions. Dans les cas échéants, d'après l'article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Cette norme fixe des limites quant à la période au cours de laquelle une révision constitutionnelle peut être entreprise. On peut déduire de cette disposition que c'est en temps normal que l'on peut procéder à la révision constitutionnelle et non en période de trouble,
aussi en tant que rempart des libertés et de la démocratie. La Constitution prévoit des normes régulant l'action de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles menaçant l'intégrité du territoire ou mettant en danger les institutions de la République. Pendant ces périodes qui requièrent l'unité et la cohésion nationale, il convient d'éviter des débats, à même d'y porter atteinte. C'est pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue dans ces moments. La Constitution en vigueur peut être révisée s'il existe des justes motifs d'intérêt public, dans le respect de la procédure qu'elle prévoit et dans des limites qu'elle fixe, relatives à l'objet et à la période définie par l'article 220, tout en n'enfermant pas définitivement la liberté des générations futures quant au choix des systèmes politiques. Cette disposition devrait prévoir son irrévisabilité pour ne pas laisser la possibilité au second degré de réviser les matières dont elle insinue l'irrévisabilité. Cette irrévisabilité de la disposition, l'instituant protégerait les matières irrévisables et permettrait également à la Cour constitutionnelle, dans les limites de ses compétences, de contrôler la constitutionnalité matérielle de la révision constitutionnelle. 2 conteneurs de fausses plaques d'immatriculation des véhicules seraient déjà dans la ville de Lubumbashi, et ce en complicité avec certaines autorités. Selon certaines sources, la prolifération de ces plaques représente un danger considérable pour la sécurité. Constat avec nos reporters. Ces pratiques de prolifération des plaques non seulement contredit les lois du pays, mais ravit un marché très important qui peut faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. À Lubumbashi, $80 de véhicules et autres automobiles roulent avec de fausses plaques d'immatriculation sous l'œil impuissant de l'autorité provinciale. Parmi les plaques qui sont saisies, les capitaines, soi-disant le capitaine Ngaba, l'homme fort, lui, il arrache les plaques et il arrête tout le monde sans convocation, sans même un document justificatif qu'il est envoyé dans ces missions. Tout agent de sécurité pour des renseignements qui ose lancer les opérations contre ces phénomènes se voit soit stoppé, soit menacé de suspension. Selon une source discrète, 2 conteneurs pleinement chargés des fausses plaques d'immatriculation sont déjà dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, il y a que la mer publique partout par rapport aux plaques d'immatriculation. Il y a Mituka, donc ça tire de partout. Il y a un certain monsieur capitaine qui s'appelle Ngaba André Zéro Tolérance. Il est en train de traquer, ou d'arrêter ou de tracasser même les paisibles citoyens dans la ville de Lubumbashi. Il est grand temps que l'État prenne ses dispositions car la sécurité est une clé du développement et une affaire de tous. Toujours dans cette province, la commune annexe de Lubumbashi, dirigée par Mireille Kileche, a une nouvelle école. L'école primaire Toatacha a été inaugurée, une infrastructure qui va assurer une formation de qualité aux enfants de cette partie du pays. Reportage de Jean-Marc Ankolo. C'est le représentant du maire ad intérim de Lubumbashi qui a procédé à la coupure du ruban symbolique de l'inauguration de l'école primaire Toatacha en présence de plusieurs personnalités. Cette école non conventionnée de la sous-division Lubumbashi 4 est située au quartier Kisanga dans la commune annexe. Il s'agit là d'une matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, relayée en province par Jacques Kaboula dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base en dotant la commune annexe des nouvelles infrastructures scolaires. Permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, pour son soutien indéfectible et son engagement en faveur de l'éducation et du développement de notre pays. Sa vision et son leadership nous inspirent tous. Votre soutien a été crucial pour transformer cette initiative en une réalité tangible. Il est de notre devoir de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière transparente et efficace, dans l'intérêt de tous. L'inauguration de l'école primaire Toatacha, fruit de la bonne gestion de la redevance minière, est un ouf de soulagement pour les parents des élèves de la commune annexe, dirigée par Mireille Kileche.
s'est donné la mort volontairement. Son corps a été retrouvé dans les domiciles de ses parents. Selon les témoignages de ses tuteurs, cet élève de la 7e année au collège Boboto avait échoué l'année dernière et a repris les cours depuis la rentrée des cours. Malgré des progrès significatifs en République démocratique du Congo, trop d'enfants meurent avant 10 ans à cause des maladies pouvant être prévenues ou traitées, telles que les complications néonatales, la pneumonie, les paludismes, les maladies diarrhéiques, pour ne citer que cela. Mais ces derniers temps, à Kinshasa, l'on constate des morts des jeunes élèves. Et ça inquiète beaucoup plus. Après les meurtres d'un élève de l'école de Madame de Sévigné dans la commune de Limete, un autre cas inédit est le suicide d'un élève du collège Boboto. Il s'appelle Ilongo, de 7e F. Il a été retrouvé pendu, la corde suspendue au plafonnier de sa chambre. Les mobiles de sa mort, pour la petite histoire. Le fait que le petit a échoué l'an passé et a repris l'année, ses parents, plus que jamais décidés à les priver de certains droits et libertés sans doute pour les forcer à donner les meilleurs de lui-même. Le petit a fini par craquer, frustré, il s'est vu maltraité, parfois tabassé pour de petites fautes depuis son échec, tout le temps enfermé dans sa chambre pour l'obliger à revoir ses cours. Et voilà ce que cela a donné. En moins d'un mois de la reprise des cours, l'enfant n'a pas su supporter les diatribes de sa famille et de certains de ses collègues. Il s'est suicidé. Tous ses amis de classe sont inconsolables et ses parents n'en parlent même pas. À qui la faute? Pour certains experts et certains psychologues, la responsabilité incombe plus aux parents qui n'ont pas su assurer la prise en charge, surtout après l'échec de l'enfant. Et l'école devrait faire autant pour limiter les dégâts éventuels. Entre-temps, la famille est inconsolable. La disparition inopinée de l'ancienne star congolaise du basketball, Mutombo Dikembe, continue de susciter de réactions au-delà de ce prouesse accompli sur le plan sportif. L'ancien pivot a aussi œuvré pour le bien-être social, à l'exemple d'une des plus grandes infrastructures sanitaires qu'il a offertes à la population quinoise, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, situé dans la commune de Massina. Sur place, la nouvelle de sa mort a été accueillie comme une véritable foudre par le personnel soignant de cet hôpital. Cet ouvrage fut livré par l'ancien basketteur congolais et star de la NBA en 2007 dans le but de permettre aux Quinoises et Quinoises de bénéficier des soins de qualité. Sa construction avait été financée à hauteur de 15 millions de dollars par Mutombo Dikembe. Sur place, la nouvelle de sa mort est accueillie comme un tonnerre. Il avait de bonnes idées. S'il avait investi son argent du basketball dans des boissons, des choses inutiles, cela n'aurait pas du tout été apprécié. Il nous laisse une œuvre salutaire, une œuvre qui guérit les gens. Tous ceux qui obtiennent guérison ici parleront de lui en bien. Cette sage-femme qui travaille dans cet hôpital depuis belle lurette parle d'un philanthrope hors pair qui s'en va. La nouvelle a été vraiment triste, très triste, parce que Mutombo Dikembe nous a donné du travail, il a engagé plusieurs personnes, des orphelins ont été quand même scolarisés parce qu'il y a eu des parents veuves qui ont eu des emplois grâce à Mutombo Dikembe. Outre ce majestueux hôpital, Mutombo Dikembe a aussi doté le village Timbombo d'une école moderne inaugurée en 2021. Pour rappel, Jean-Jacques Mutombo Dikembe Mpolondo Mukamba est décédé de suite d'une tumeur cérébrale à l'âge de 58 ans. Et dans l'actualité internationale, l'Iran a lancé une attaque massive contre Israël en utilisant des missiles balistiques, bien que la plupart des projectiles aient été interceptés par le système de défense israélien, notamment dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv. 2 blessés légers ont été signalés. L'armée israélienne a qualifié cette escalade de grave et dangereuse, annonçant qu'elle aura des conséquences.
L'attaque de missiles iraniens qui a visé Israël mardi soir avait pour objectif de tuer des milliers de civils israéliens. Pour la première fois, l'Iran a envoyé des missiles hypersoniques lors d'une opération baptisée Promesse Honnête 2. De missiles d'interception ont été tirés par l'armée israélienne au-dessus de Jérusalem contre des projectiles venant de l'Est visibles à leurs traces lumineuses. Des dizaines de détonations ont été entendues et des explosions étaient visibles dans le ciel. Les sirènes d'alerte ont retenti à travers le territoire israélien. Le trafic a été totalement interrompu à l'aéroport de Ben Gurion de Tel Aviv et l'espace aérien israélien a été fermé. L'attaque a fait des blessés légers en Israël, selon les sources, et un Palestinien a été tué par des éclats de missiles à Jéricho, en Cisjordanie, occupé selon un responsable palestinien. Les sirènes ont retenti à travers tout le pays. Israël et son allié américain ont menacé de riposter à l'attaque de l'Iran qui a tiré plus de 200 missiles sur les territoires israéliens pour venger la mort de ses alliés, le chef du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion d'urgence demain pour discuter de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que l'Iran a commis une grave erreur ce soir et paiera le prix. Nous nous en tiendrons à ce que nous avons fixé. Celui qui nous attaque, nous l'attaquerons. Cette représaille fait suite aux attaques d'Israël au Liban. En sport, ça y est, les Léopards U20 retrouvent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité 11 ans après. Les Léopards d'eau ont éliminé les Lionceaux indoutables du Cameroun à l'issue de la séance des tirs au but. Au temps réglementaire, le score était d'un but partout. Les temps forts de cette rencontre à suivre dans ces commentaires de Christian Boukaya. Ces léopards ont inscrit leur nom dans les annales. Après la génération Bemba en 2013, celle de Matobo ramène le Congo à la phase finale de la CAN 11 ans après. Dans une bataille digne de bêtes féroces, les léopards ont renversé les Lionceaux indomptables du Cameroun en ouvrant le score en premier par le truchement de Tony Talassa d'une frappe à demi-volée. Le Cameroun va égaliser à la 35e minute sur penalty et la RDC jouera à 10 contre 11 jusqu'à la fin de temps réglementaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match, c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu. Parce que nous sommes vraiment des revenants. Et c'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce que ils n'ont pas lâché. À la séance des tirs au but, les fauves congolais ne vont pas trembler et réussiront à marquer 4 tirs contre 3 pour le Cameroun. La qualification étant dans la poche, la fédération congolaise et le gouvernement devront mettre ces jeunes léopards dans de meilleures conditions pour bien préparer la phase finale qui se disputera dans un pays à désigner. Prenons le rappel des titres à présent. Dialogue politique, Félix Tshisekedi a recadré Martin Fayulu. Il ne s'agit pas d'une idée du pouvoir car le pays n'est pas en crise. Je reste ouvert, a renchéri le chef de l'État. L'Iran a tiré hier environ 200 missiles balistiques sur Israël pour venger la mort du chef du Hezbollah. La plupart a été interceptée par le système de défense israélien et l'attaque a provoqué des tensions dans cette région. Dans un instant, nous allons feuilleter les journaux avec Nathan Diamoté. Et comme annoncé, Nathan nous rejoint pour la revue de presse. Bienvenue. Merci Bédrine Kenge. On ouvre votre revue avec ce sujet, révision constitutionnelle. Une division totale s'observe au sein de la classe politique congolaise. Eh bien, à Bédrine, la question de la révision constitutionnelle intéresse plusieurs journaux parus aujourd'hui à Kinshasa. EcoNews ouvre le bal et écrit sur sa manchette, telle que vous voyez Bédrine, révision de la Constitution, l'UDPS tombe le masque. C'est hebdomadaire, Bédrine fait remarquer dans un contexte politique déjà tendu. L'UDPS a récemment franchi les caps décisifs en annonçant son intention de réviser
réviser ou de remplacer la constitution héritée plutôt de l'ancien président Joseph Kabila, l'ancien journal. Et cette déclaration a été faite lors d'un rassemblement animé des militants où Augustin Kabouya a exprimé les désirs ardents de faire table rase de ces textes constitutionnels qu'il qualifie des constitutions des étrangers. Bédrine, pendant que le gouvernement ne s'est pas encore officiellement prononcé sur l'avenir de l'actuelle constitution, rapporte justement le journal Forum des As, les microscomes politiques est déjà en ébullition. Faut-il élaborer une nouvelle constitution à présenter au peuple pour un référendum ou faut-il modifier certaines dispositions de l'actuelle loi suprême du pays? S'interroge ces quotidiens qui fait remarquer que l'UDPS et sa mosaïque ont déjà pris position pour la première hypothèse, tandis que l'Amouka de Martin Fayoulou et ensemble de Moïse Ketumbi ne veulent pas entendre parler d'une quelconque retouche de la loi des lois. Touche pas à ma constitution, tel est leur cri de guerre, signale toujours Forum des As. Et pour Kabouya, rappelle info au 27, la révision constitutionnelle est nécessaire pour lever les obstacles institutionnels qui freinent l'efficacité de l'État. Et face aux critiques, poursuit et ce même tabloïd Bédrine, il plaide pour un débat constructif et annonce une campagne de sensibilisation afin de démontrer les bienfaits de cette mise à jour de la loi fondamentale. Et Congo Nouveau reprend la correspondance particulière d'André Claudel Loubaya, estimant qu'il faut éviter de s'en référer à la Constitution pour justifier l'absence des réponses politiques qu'on a du mal à donner aux attentes populaires. Et on va terminer avec le conflit Israël-Hezbollah. Les frappes israéliennes s'intensifient au Liban. Exactement, Bédrine, les frappes israéliennes continuent de persister sur le Liban. Les sites internet du média Le Monde note alors que les Hezbollah a affirmé combattre des forces israéliennes qui se sont infiltrées dans les villages frontaliers de Marout al-Ras dans le sud du Liban. L'armée libanaise a relaté dans le même temps une brève incursion de l'armée israélienne. De son côté, BFM TV relate le fait sur les territoires israélien qui a été la cible de ce mardi 1er octobre d'un bombardement massif de quelques 180 ou 200 missiles balistiques lancés depuis l'Iran. Une soirée d'angoisse pour des millions d'Israéliens contraints de s'y cacher dans les abris anti-missiles. Et pour finir ce tour d'horizon, Bédrine, France 24, dans ses colonnes intérieures, note que l'armée israélienne a annoncé mercredi que des blindés et d'unités d'infanterie rejoignent son opération terrestre au Liban, accentuant justement la pression sur les Hezbollah, alors qu'Israël a menacé de répondre à la dernière attaque des missiles de l'Iran à Gaza. Poursuit toujours France 24. Au moins 60 Palestiniens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par des bombardements israéliens, ont rapporté le médecin et les médias du Hamas. Et merci Nathan Diamouté pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. Fin de ce journal, restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous est offert par Illico Cash.